très heureux d'appeler Yann Lechel, le cofondateur d'AppFire. Bienvenue. Je t'en prie, prends le micro. Celui-ci, vous m'entendez? Alors, AppFire, c'est connu de pas mal d'acteurs. Vous avez fait ce qu'on appelle un petit pivot, léger pivot. Et donc, je voudrais que tu nous reparles un peu l'historique d'AppFire et puis que tu présentes un petit peu justement l'évolution, le virage que vous avez pris ces dernières semaines. Donc, initialement, nous étions un éditeur d'une application qui s'appelait AppFire, une application de découverte d'applications pour compléter les App Store. Téléchargé 12 millions de fois, 2 millions d'actifs. Très gros succès, oui. Et de manière globale, c'est-à-dire traduit en 13 langues. Donc, en tant qu'éditeur, nous savons un petit peu ce que c'est que d'être éditeur et essayer d'exister dans l'App Store. La problématique d'être une application de recommandation et en plus d'essayer de vivre en faisant de la publicité pour des applications et que Apple n'est pas totalement en harmonie avec cette idée-là. Et suite à quelques excès de certains acteurs, Apple ne donne aucune possibilité finalement d'exister long terme sur ce créneau. Vous étiez un peu dans son jardin, quoi. C'est pas tout à fait ça. Okay. C'est juste que la catégorie découverte d'applications est quelque chose qu'ils n'assument pas complètement. Ils ne le font pas complètement bien, mais je pense qu'ils se réservent éventuellement le droit de le faire. Mais le problème vient de la publicité d'applications, qui devient presque de facto un métier de ce genre d'application. Et donc on ne peut pas faire les deux. La réalité, c'est que l'application nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Et notre métier a toujours été de faire de la publicité pour des applications. Donc on a largué le premier étage de la fusée, tout simplement. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que dans votre démarche, vous l'avez fait alors que personne ne vous a rien demandé. C'était vraiment votre vision de dire, on pense de toute façon que c'est compliqué sur le long terme, donc on prend le virage, on développe, et ce qui nous amène aujourd'hui à votre nouvelle activité. Tout à fait. Nous avons retiré l'application à la fois sur Android que sur iOS, parce que justement, on va exercer uniquement le métier qui nous permettra d'arriver à 100 millions, voire 1 milliard d'utilisateurs touchés, alors qu'avec l'application, on n'avait que 10 millions, et que personne n'a besoin d'une application de recommandation d'application pour télécharger le prochain Angry Birds. Bien sûr. Donc il y avait une espèce de pilier naturel. D'accord. Tu peux nous parler un petit peu? Oui. Alors, je vais vous parler un petit peu du challenge marketing. Donc la mobilité, le mobile correspond évidemment à l'univers de la publicité, mais la transition n'est pas tout à fait naturelle et pas tout à fait simple. Et je vais raconter une anecdote qui me paraît essentielle dans le changement des mentalités. Donc Steve Jobs, vous le savez, n'aimait pas la publicité et a décidé de changer un peu les choses, pas complètement, mais en tout cas, en juin dernier, à la conférence WWDC, l'équipe iAd présentait une slide, la première, en disant « Chers développeurs, mes chers développeurs, vous avez deux solutions dans la vie pour être découverts, c'est l'App Store et iAd. » Je suis un peu tombé de mon siège, parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'autres possibilités, je vais vous montrer les chiffres. Mais en réalité, c'est la manière de dire, c'est Apple qui nous dit finalement, de manière un peu timide, la publicité, ça compte. Et pas que iAd. Évidemment, il y a deux gros éléphants dans la pièce, c'est Google et Facebook. Donc, on va regarder un petit peu ces chiffres et les mettre en... Tu as pas mal de slides. En perspective. On va aller très très vite sur les slides. Donc, on est là ici avec 18 milliards de chiffres sur la pub. Ça va faire x5, c'est une évidence. Bien regarder les deux gros monstres en haut à droite, donc qui vont s'octroyer 70% de part de marché sur publicité. Mais le problème, c'est que cette transition entre le desktop, le média classique et la mobilité fait que on ne retrouve pas tout à fait les mêmes performances. Et donc, c'est important de parler du marketing à la fois du côté de l'offre et de la demande. Ici, l'éditeur va être rémunéré à 75 cents plutôt que 3,50 sur le desktop. C'est un problème. C'est un problème, pourquoi? Parce qu'il va chercher à faire d'autant plus d'impressions, et des impressions qui, sur un modèle historique, sont des bannières qui ne performent pas du tout. C'est-à-dire que ça ne transforme pas. Et donc, on peut se poser la question de comment est-ce que je vais pouvoir inscrire mon marketing dans une place de marché qui est tout à fait différente de mes vieux réflexes. On peut regarder les taux de clics. Alors, sur le web, évidemment, c'est un peu la même chose, mais en mobile, les taux de clics frauduleux sont de l'ordre de 40%. Donc, on peut se poser aussi la question sur sa dépense marketing, quelle est la pertinence de cette dépense marketing et la performance. En réalité, je vais taper sur le dos de la bannière, je vais vous proposer un hashtag tout à l'heure, on peut essayer de trouver des axes de performance, à la fois de performance monétaire, donc monétisation et aussi impact sur la transformation, et un axe qui correspond à l'intégration dans l'application.
quelque part une bannière. Plus native possible, quoi. Plus native possible, on va y venir, oui, tout à fait. Donc la bannière s'impose sur la totalité de l'expérience, et on le voit ici. Tout en bas, vous avez l'échelle qui correspond à l'usage de l'application mobile. Donc elle est interrompue, elle est fragmentée, il y a des points de rupture très différents, et la bannière, quelque part, s'étale sur la durée de vie de l'usage, qui ne fait aucun sens en mobilité. Donc évidemment, on a parfois des interstitiels, mais la rupture est fréquente. Donc comment est-ce qu'on peut essayer de voir tout ça? On peut inscrire finalement l'évolution de la publicité mobile sur plusieurs axes. Donc là, je dresse un grand tableau finalement des technologies, et on va aller jusqu'au retargeting, jusqu'au contexte, le contexte de géolocalisation, etc. Donc tous ces éléments-là sont des facteurs essentiels de la publicité mobile. Pour nous, l'idée, c'était de pouvoir réussir à rentrer en harmonie avec les applications qui n'ont jamais voulu mettre de la publicité. Donc ici, on a le cas de Photopédia, développé par un ancien de chez Next et Apple, qui tout simplement refusait la publicité. Tout simplement parce que ça ne faisait aucun sens dans son univers très visuel. Et je vais vous parler de la suite de cette aventure. Avec notre technologie, donc le tournant d'AppsFire, c'est finalement de se focaliser sur la notion de format publicitaire autour d'une régie native. Et le terme natif est très compliqué, puisqu'on l'utilise à tort et à travers pour dire c'est du contenu c'est le buzzword du moment, éditorial. Tout le monde fait du natif. Tout à fait. Mais Olivier, donc chez Publicis Fun Valley, exprimait justement cette notion de natif, les applications natives. Il y a les formats natifs publicitaires, et il y a les formats natifs qui s'intègrent dans le contenu. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer quelques formats en orange ici, qui viennent s'inscrire dans des expériences différentes, des cas d'usage différents. Et tout en haut à droite, on voit qu'on va essayer de tirer l'expérience à la fois vers l'axe de l'intégration, donc vers le natif, et vers la performance. Des cas d'usage dans le monde endogène de l'application. Donc on imagine un monde où finalement, et c'est déjà le cas, 2013 devait être l'année de l'application mobile web. Finalement non, c'est toujours l'application qui domine. Donc qu'est-ce qui se passe dans un monde endogène d'application? Eh bien, il y a le cycle de vie de l'application. Le marketing s'inscrit donc dans un cycle qui contient le téléchargement, l'engagement, le réengagement et le retargeting. Et donc, nous avons réussi à convaincre cette application, et pour nous, c'est vraiment une opportunité, une aubaine, puisque cet inventaire était historiquement indisponible. Les usagers de cette application magnifique ne pouvaient pas donc être exposés à la publicité, puisque l'éditeur ne voulait pas embarquer ces formats qui faisaient entorse à leur design. Donc ils ont adopté notre technologie, et je vais vous les présenter. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas trop affamés, parce que nos formats publicitaires s'appellent après des noms de repas japonais. Donc le premier, ce sera un format interstitiel classique, qui donc vient au-dessus de l'application. La bonne nouvelle, c'est que lorsque je clique sur Download Now, je reste dans l'application, je télécharge l'application en question, ici Kicksend, et je reviens là où j'étais. Donc on ne quitte pas l'application pour ce format publicitaire. Mais c'est en background. C'est en background, tout à fait. Et on est vraiment sur le format que Facebook a utilisé pour faire x2 sur son chiffre d'affaires en 2013, qui leur a sauvé la mise au niveau de leur performance. Le deuxième format, c'est un format qui s'appelle Uramaki. Donc la publicité est autour de l'application. Vous voyez ici, l'application se met sur le côté et la publicité est déployée sur la droite. Et enfin, le format ultime, le format sashimi, c'est celui qui vient s'insérer dans le flux. Sashimi. Voilà. Donc c'est le format ultime. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va proposer différents templates qui permettent à la fois de faire des cellules fines qui viennent s'insérer dans un contenu style RSS et autres, ou un contenu plus large comme celui-ci. Il est adaptatif, on peut même parler de responsive dans le sens mobile natif. Et donc, recette ultime du sashimi, c'est de développer soi-même son intégration. Donc là, on va inverser la tendance. Historiquement, l'annonceur, c'est lui qui fournit son creative, c'est lui qui fournit sa bannière IAB. Ici, c'est 213 bannières. C'est ça. Il y a tellement de formats aujourd'hui qu'effectivement, vous êtes obligé. Ici, c'est l'éditeur qui définit le format de l'application, sachant que la nomenclature est autour d'une application. On met en avant une application, donc on met en avant un icône, un titre, un bouton de téléchargement, et ça s'inscrit parfaitement dans l'expérience utilisateur. Donc c'est pour ça que les développeurs qui, plutôt Captain Train ainsi que Cinemur, sont très à cheval sur le design, sur l'expérience. Ce genre de format leur correspond. Limiter l'intrusion et positionner
la pub au moment vraiment opportun, quand il y a eu un minimum de sentiment de consommation de contenu. Tout à fait, trouver la rupture. Donc, sur le funnel. D'accord. Très bien. Et donc ça, c'est lancé depuis combien de temps? Alors ce format sashimi disponible à déjeuner. Ok. Donc la semaine dernière a été lancé D'accord. en grande pompe. Super. Bah, écoute, bon courage. Merci. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci d'être venu. J'appelle Eric de MyThings. Donc après un point sur la partie un petit peu affichage et innovation en termes d'affichage, une partie plus data, retargeting mobile, qui est un des enjeux du moment. Est-ce que tu peux partager avec nous, en gros, d'abord les chiffres, ce que tu vois, et puis comment tu essayes de répondre à cette problématique? Bien sûr, avec plaisir. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Donc rapidement, moi je m'occupe du bureau français de MyThings, voilà, qui est une société de technologie israélienne qui existe depuis 2005. Donc on a une certaine notoriété sur le marché et donc on crée notre propre technologie pour délivrer les campagnes pour nos annonceurs. Voilà. Et donc là, ce dont on veut vous parler, c'est vraiment les usages et les comportements des consommateurs sur le mobile, mais au travers des sites des distributeurs, donc des retailers. Voilà, uniquement par rapport à ça. Et donc, quelles sont les évolutions et qu'est-ce qu'on constate? Les chiffres que je vais vous présenter viennent du livre blanc que nous avons publié en début d'année. Et ce livre blanc est en concomitant avec la sortie de notre technologie, justement, qui permet de faire du retargeting sur le mobile, que vous soyez sur une apps ou sur votre navigateur, Chrome ou Safari. Ok. Un petit... Ouais. Ok, super. Donc une donnée globale qui date de 2013 et qui est une donnée de Comscore. Il y a une mutation en termes de comportement, d'usage. Donc encore une fois, c'est que des données qui viennent de sites de distributeurs. C'est pas de sites de contenu de médias. Maintenant, sur les sites de distributeurs en moyenne, le temps passé est supérieur sur le mobile au PC. Voilà. Vous voyez, il y a plus de 55% justement des consommateurs qui justement, enfin, il y a 55% du temps passé, pardon, l'est fait sur des devices mobiles. Voilà, et 45% sur le PC. Donc, on a quand même passé un cap, voilà, au niveau en tout cas de l'usage et de la consommation des sites des distributeurs. Qu'est-ce que ça donne après? Donc, ces données que je vais vous présenter viennent de notre livre blanc et viennent de campagnes qu'on a réalisées avec nos clients en Europe, principalement sur les secteurs, tout ce qui est fashion et travel. Voilà. Donc quel enseignement déjà on en tire, encore une fois, au niveau de l'audience et du comportement? Donc les audiences sur le mobile sont 2 fois plus élevées en soirée versus le PC. Donc ça, c'est une moyenne. Quand on se concentre un peu plus sur la tablette, on voit que ça peut aller jusqu'à 6 fois. C'est-à-dire l'audience pour un site web d'un retailer, c'est pas une moyenne, là, c'est un maximum. Pour le site web d'un retailer, l'audience de la tablette peut être jusqu'à 6 fois supérieure à celle du PC. Donc en soirée, en semaine. Donc voilà. Donc là, on voit qu'il y a une véritable mutation et une préemption très forte de la tablette dans les usages. Et une petite donnée aussi, c'est forcément le week-end, on sert beaucoup de son mobile. Et donc le temps passé sur PC baisse jusqu'à 30%. Voilà. En termes de vente, parce que c'est ça qui est quand même intéressant pour voir, parce que un canal comme le mobile ou le social sont souvent décriés pour générer peu de ventes. Donc qu'est-ce qu'on constate, nous, de manière très concrète avec les retailers et les voyagistes avec lesquels on travaille, quand ces derniers branchent le canal mobile en plus du canal web, alors qu'on travaille déjà avec eux sur le canal web, on voit que le mobile apporte en moyenne 18% de ventes incrémentales. Donc ce chiffre est significatif, c'est une minorité des ventes, mais il est significatif, et c'est un moyen assez quand même efficace d'augmenter les ventes au global pour un marchand ou pour un retailer. La répartition de ces ventes, il y en a 55% qui viennent des smartphones, donc la répartition de ces ventes incrémentales, et 45% qui viennent des tablettes. Bon, avec un petit bémol, il y a quand même 9 fois plus de smartphones en termes d'équipement que de tablettes. Donc, sous-entendu, les tablettes transforment beaucoup mieux. Et là, la question qu'il faut se poser, je pense, en termes d'enseignement, c'est en moyenne, là, on parle de vente incrémentale, mais en moyenne, sur les retailers avec lesquels on travaille, il y a de 10 à 20% des ventes qui sont générées sur le mobile, voilà, sur la vente globale. Mais par contre, en termes de décision d'achat, c'est là où il y a vraiment eu quelque chose qui a évolué très fortement l'année dernière et qui ne va pas arrêter d'évoluer. C'est où maintenant les consommateurs prennent leurs décisions d'achat. À partir du moment où sur des sites de distributeurs, ils passent plus de temps sur le mobile, leur smartphone ou leur tablette, la décision d'achat est prise, pas forcément en majorité, mais de manière importante par rapport à justement la consommation de ce contenu, des produits, des services, sur ces devices mobiles.
Donc à partir de ça, donc les distributeurs, c'est important de s'interroger sur l'expérience que vous offrez aux consommateurs, justement sur le mobile. Bon, ça passe par des sites adaptés, bien entendu en responsive design, HTML5. Ça peut aussi passer par le fait que le site puisse être trouvé facilement, ou l'application. Voilà. Ok. Et sinon, en termes de performance, alors c'est des données beaucoup plus liées aux campagnes publicitaires. Pour vous donner un petit aperçu, en fait, donc les taux de clics sont plus élevés sur le mobile. D'accord. Donc nous, là, c'est des données de campagne de retargeting, donc de ciblage publicitaire. Donc c'est très précis. Donc on est sur des bannières qui sont personnalisées en HTML5 en fonction de ce que vous avez vu sur le site du marchand, en définition classique. Donc le taux de clic est plus élevé que pour une campagne de retargeting sur le PC de 46%. Le coût au clic est plus bas parce que forcément les coûts au clic sont corrélés au nombre de ventes générées derrière. Donc les CPC sont plus bas. Et on retrouve les tablettes qui ont un taux de conversion bien plus élevé, très significativement que les smartphones. Et dernière petite info, alors je pense qu'elle est assez appréciable. Entre la dernière visite d'un consommateur sur votre site mobile et son achat, le temps est 13 fois plus court que sur un PC. Donc voilà, donc on est sur des cycles de vente plus courts en moyenne sur mobile, des prises de décision plus rapides. À partir du moment où vous avez réussi à bien engager un consommateur sur votre site mobile ou votre application. Et quelles sont un peu les infrastructures, en gros, pour mettre en place ce type justement de stratégie de retargeting mobile? En gros, c'est quoi les enjeux technologiques? Alors, effectivement, donc le mobile est un univers complexe. Ouais. Maintenant, qui se simplifie parce qu'il y a maintenant 2 OS majeurs, qui sont Android et iOS, mais au sein de chaque OS, donc ça fait quand même 2 à traiter de matière assez importante, mais au sein de ces OS, il y a les applications et le web mobile et le navigateur. Donc forcément, il y a une complexité qui est forte, étant donné que de toute façon, sur les mobiles, la technologie de tracking du cookie, basée sur le cookie, ne fonctionne que sur le web, sur un téléphone Android, donc que sur Chrome sur un téléphone Android qui accepte les cookies. Les cookies ne fonctionnent pas sur iOS, donc sur iPhone et iPad. Donc il y a besoin de développer une technologie qui permet de traquer et de suivre des internautes sans utiliser les cookies. Ouais. C'est pour ça que ça met beaucoup de temps. Nous, on a sorti la première version de notre techno début 2013. D'accord. Tout à fait honnêtement, ça ne fonctionnait pas. Okay. Et puis il y avait très peu d'inventaire. Okay. Et en plus, ça ne fonctionnait pas bien. Et donc, on l'a développé beaucoup en 2012. On l'a lancé en 2013. Au début, ça ne fonctionnait pas très bien. Et on a stabilisé vraiment au dernier trimestre de l'année 2013. Donc c'est là où on a quelque chose de fiable. Et on sait qu'on peut suivre d'une manière certaine sur son smartphone ou sur son iPad un consommateur qui est allé par exemple sur le site de Darty, qui n'a pas acheté, on va pouvoir le recibler. Alors, moi j'ai une question sur le fait que tu disais en intro, nous en gros notre métier c'est d'interagir avec les retailers. Parce que tu es dans une logique effectivement de transfo, on est dans de l'accélération du funnel, c'est ce que tu évoquais, 3 fois plus rapide sur mobile. 13 fois, pardon, que en display. Ça va s'ouvrir à d'autres secteurs en fait, où vous êtes vraiment, pour vous en gros, le retargeting a vraiment son sens dans la logique en fait d'accompagner le consommateur dans l'acte d'achat direct, quoi. Comment tu le vois? Ça reste une part importante. Toutes les problématiques marchandes, que ce soit des produits ou des services, que ce soit à l'acte ou à l'abonnement, reste une problématique part très importante de notre business. C'est plus de 70%, c'est sûr. Après, non, on s'est ouvert à d'autres secteurs, éventuellement, mais toujours avec quand même des notions de vente derrière ou de collecte de profils de leads, etc. Ce qui se passe, c'est que il faut fixer des objectifs assez précis quand vous mettez en place des campagnes de retargeting ou de ciblage. Ouais. Donc par silo, on va dire, par segment plutôt, tu arrives à plus ou moins prédire le taux de transfo. Quelle interaction tu as éventuellement avec l'agence média ou l'annonceur? Alors, tu peux plus ou moins prédire Ouais, on a des... donc c'est vraiment l'intelligence artificielle au niveau de nos technos qui vont justement analyser l'audience d'un site web et créer un modèle statistique global pour un site par exemple La Redoute avec lequel on travaille et qui justement permet de dire qu'en moyenne un internaute qui vient sur ce site va transformer en 7 jours, il va réaliser son acte d'achat, il va venir 4 fois, en moyenne il va avoir tant de pages, etc. Ça c'est un modèle statistique global qui après la machine, donc l'intelligence le rééclate en des dizaines de segments en fonction justement de comportements très précis et pour justement en fonction aussi de l'intention d'achat. Nous, ce qui nous intéresse chez MyThings, c'est pas tant le trafic, c'est l'intention d'achat et donc on se concentre sur la part des internautes sur votre site dont on estime, après c'est notre machine qui estime ça, l'intention d'achat dans les 30 prochains jours. Et voilà. Et donc
on essaie de recibler et de délivrer justement des messages de qualité ou pertinents par rapport à ce qu'ils ont vu ou par rapport à ce qu'ils pourraient acheter. D'accord. Dernière question, l'après-cookie, comment vous allez gérer? Parce que c'est ça. Ouais. On en est là déjà. Justement, le mobile nous pousse. Ouais. Parce que voilà, maintenant on ne peut pas faire l'impasse sur le mobile, en tout cas nous en tant que prestataires, et d'après les données qu'on voit, les distributeurs et voilà, les médias non plus, mais en tout cas nous, le mobile nous pousse justement vers l'après-cookie. Je ne pense pas que les cookies vont disparaître, honnêtement, pour être tout à fait honnête. Il y a des... Enfin bon, voilà quoi. C'est pas moi qui décide, hein, donc je peux pas te dire... Ça m'étonnerait, mais ça ne va plus être suffisant en fait. Okay. Voilà. Et c'est-à-dire que maintenant, la prochaine étape, c'est plus justement ce qu'on appelle le cross-device. Oui. Pouvoir justement essayer de comprendre ton comportement de consommation quand tu es sur ton Mac, mais aussi quand tu es sur ton iPad. Et potentiellement pouvoir faire le lien entre les deux. Ouais, donc vous allez plutôt dans ce sens-là, effectivement. Ça, c'est l'après-cookie. Le cross-device. Voilà. Je suis d'accord. Voilà. Ouais. C'est plus du cross-device, le sujet là. Ok. Eric, merci beaucoup. Merci Vincent. Bon courage. Merci beaucoup. À bientôt. J'appelle William. William Febvre est le président de Catalina. Bienvenue. Celui-là. On est très heureux de te recevoir. Merci, je suis ravi d'être là. Un vrai enjeu autour, pour les retailers, autour du couponing et en gros la gestion un peu, on l'a vu, enfin ça n'a rien à voir avec les objets connectés, mais c'est vrai qu'il y a tellement de demandes autour de la gestion mobile du coupon, de la dématérialisation éventuelle et autres, et de la mise en place d'un standard qu'on trouvait pertinent de te faire intervenir. Est-ce que tu peux présenter un peu rapidement Catalina ? Catalina, c'est une entreprise américaine implantée en France depuis 20 ans maintenant. On est spécialisé dans la grande conso, donc notre métier c'est l'alimentaire et les produits qu'on trouve dans les grandes surfaces. Donc des produits extrêmement quotidiens, de faible valeur unitaire, avec des niveaux de marge qui ne sont pas forcément très élevés pour le distributeur. Ces magasins qu'on connaît tous, dans lesquels on doit se déplacer avec nos pieds la plupart du temps. C'est un secteur qui a du mal à décoller en e-business. Ouais. C'est-à-dire que les expériences de e-magasin, ça fonctionne un peu sur la région parisienne, mais dès que vous sortez de là, ça devient très compliqué. Ça n'a jamais vraiment pris. Ce qui prend un peu maintenant, c'est ce qu'on appelle le drive, donc le fait de pouvoir commander en ligne et récupérer ensuite au magasin. Okay. Donc cet environnement-là, c'est celui de Catalina. Nous, notre métier, historiquement, ça a toujours été de faire du mining, du data mining sur les comportements des consommateurs. Ça, c'est le métier, on va dire, historique. Voilà, on est connecté à la caisse de toutes les grandes surfaces physiques. Donc on sait tous les achats qui sont faits. Aujourd'hui, par exemple, on collecte à peu près 2,5 milliards de paniers chaque année sur la France. Quand même. Ces 2,5 milliards de paniers, on les trie, on les sélectionne et on fait en fait des clusters de consommation. Ouais, voilà. D'accord. Voilà. Donc à partir de là, ce métier-là, il nous amène à nous dire comment est-ce qu'on continue à communiquer avec les consommateurs, puisque aujourd'hui on communique en magasin à travers des systèmes d'imprimantes qui vont remettre des offres promotionnelles en fait aux consommateurs selon ce fameux profil qu'on aura déterminé dans leur consommation réelle. Mais évidemment, on voulait voir comment on pouvait encore simplifier l'expérience consommateur et la rendre totalement immatérielle. D'accord. Si on regarde rapidement la situation des distributeurs aujourd'hui sur un marché comme la France, mais comme tous les marchés occidentaux, c'est que c'est relativement saturé, difficile de faire croître les marchés de grande consommation, donc il s'agit de gagner de la part de marché. Et ces gains de part de marché, ils se font essentiellement autour de la fidélisation. Aujourd'hui aussi, vous l'entendez en ouvrant n'importe quel média, le levier numéro 1 que les distributeurs utilisent, c'est le prix. Mais à tel point que c'est assez difficile de savoir qui dit quoi. Tout le monde est moins cher que tout le monde, et donc on perd un peu d'aspérité, on perd de l'attribution. Et donc au final, ce canal-là n'est pas vraiment un moyen de se démarquer. Derrière, on se base sur la fidélité. Tout le monde a des programmes de fidélité. Difficile là aussi de se démarquer. Et donc arrivent les nouveaux services. Quelles nouvelles solutions est-ce qu'on peut donner à ces consommateurs pour que leur vie soit plus simple et donc qu'ils choisissent mon enseigne plutôt qu'une autre. Là, il commence à se passer quelque chose, puisque pour citer d'autres chiffres qui sont tout à fait en raccord avec ceux qui ont été évoqués juste avant, il y a une étude récente de l'IFOP qui montre qu'un tiers des consommateurs utilisent leur smartphone avant d'aller faire leurs courses. Ce qui est un chiffre assez important si on le met en lien avec le fait qu'un tiers des consommateurs lisent un prospectus avant d'aller faire leurs courses.
Il n'y a pas plus ancien que le prospectus, quasiment comme outil de drive to store en retail. Et voir que finalement c'est le même niveau de fréquentation entre ces deux outils, c'est quelque chose qui soulève pas mal de questions et d'opportunités, puisque, juste pour se donner un ordre de grandeur, c'est 1% du chiffre d'affaires des distributeurs qui est utilisé, qui est consommé par le prospectus. 1% du chiffre d'affaires d'une enseigne, on va dire moyenne, 10% de part de marché en France, ça veut dire 18 milliards de chiffre d'affaires. Donc vous avez 1% de ces 18 milliards qui vont être versés dans le prospectus. Et donc on peut se dire, tiens, pourquoi pas réfléchir à une façon d'utiliser le mobile un peu mieux. Alors, il y a quelque chose, comme on l'évoquait un peu avant, qui reste quand même un peu en retard dans le retail, c'est le fait de se dire je ne peux plus vendre mes produits comme je le faisais avant, c'est-à-dire que le consommateur va venir chez moi et puis il sera un peu captif. Tout ce qu'on voit dans les autres secteurs, ici on voit le monde du voyage où finalement tout le monde vend tout, les concurrents se vendent entre eux, les sites de recommandations vendent aussi, donc tout ça est devenu extrêmement perméable. En retail, c'est pas encore le cas, donc on a eu besoin d'aider les distributeurs à faire cette révolution intellectuelle. Et en parallèle de la capacité qu'ils ont à développer des applis, et donc être eux aussi capables de communiquer avec leurs consommateurs, ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils élargissent, puisque la fréquentation de ces applis reste relativement modeste, et on est, nous, dans du mass market, donc on ne peut pas se permettre d'un succès d'estime avec quelques dizaines de milliers de downloads. Donc, derrière, il y avait une évidence sur le papier, mais qui n'en est pas une dans la réalité, c'est de se marier temporairement ou pour longtemps avec leurs fournisseurs, les annonceurs de la grande consommation. Donc là, vous voyez en fait des sites ou des applis qui existent sous différents noms, mais derrière se cachent en réalité des gens comme Nestlé, comme Henkel, comme Kraft Mondelez, enfin tous ces gros joueurs et ces gros fournisseurs de produits de grande consommation. Très difficile pour les distributeurs et les industriels de s'entendre. Ça remplit les journaux régulièrement, toujours en rapport de force. Oui. Donc il y avait une autre option qui était de faire appel à des pure players, des gens qui sont ni d'un côté ni de l'autre et qui sont là pour faciliter et fluidifier la relation entre l'offreur et l'acheteur. Très bien. Donc il y a plusieurs joueurs. Nous, on est cette appli qui s'appelle C-Wallet, mais il y en a d'autres, comme vous voyez, qui toutes cherchent à simplifier le parcours d'achat. Et du coup, quand on écoute le consommateur, je pense qu'il y a un mot qui revient et qui synthétise ceux qui sont écrits ici, qui est la pertinence. C'est-à-dire, quand je suis consommateur, je m'attends à ce que votre appli, elle soit simple. Si c'est plus compliqué d'utiliser une appli que d'utiliser des promotions que je trouve en grande surface, nous, on s'est beaucoup focalisé sur le coupon de réduction, parce que le coupon de réduction, c'est une espèce d'espéranto en grande conso. Tout le monde comprend comment ça marche, on voit à quoi ça sert. Enfin, il n'y a pas besoin de réexpliquer. Mais si le coupon de réduction digital, il est plus difficile à utiliser que le coupon de réduction physique, ben, forcément, on n'a pas rempli l'équation. Dématérialiser, c'est ce qu'on vient d'évoquer. De la variété, c'est-à-dire qu'on est dans les grandes surfaces. Dans une grande surface, vous devez avoir un choix immense de produits, c'est le principe du one-stop shopping. Je vais acheter des fruits frais, mais je dois aussi pouvoir acheter des produits d'entretien ménager, et je dois pouvoir aussi acheter cette fameuse petite marque de biscuits bio que j'aime tant. Donc il y a un besoin de variété, donc d'une offre large, et enfin de la personnalisation, c'est-à-dire que vous et moi, Vincent, on n'a pas les mêmes consommations, on habite tous les deux Paris, on a certainement de points en commun, mais pour autant, on n'aime pas forcément les mêmes choses dans notre frigo. Donc il faut être capable de sensibiliser et de montrer aux consommateurs qu'on l'écoute. Ça permet de driver l'audience. Nous, on a développé cette application. Monoprix a été le premier à nous suivre au sein d'un partenariat. Et c'est ces éléments-là que je voulais partager avec vous en termes de résultats. D'abord, les annonceurs. Les annonceurs, c'est important que les marques en fait, viennent sur cette appli. Sinon, on ne répond pas à l'objectif de variété et donc on ne séduit pas les consos. Donc, c'est Monoprix qui est allé les solliciter En l'occurrence, c'est nous, en fait. Okay. C'est nous, de façon à ce que justement, on n'ait pas ces fameux rapports de force. Ouais. Donc, tiers. Catalina est un tiers, une espèce de tiers de confiance. Et on a pu, comme ça, et vous pouvez regarder l'appli aujourd'hui, on a un peu plus de 75 offres, on a plus de 70 € de pouvoir d'achat. Encore une fois, dans le monde de la grande conso, c'est très important. Et vous voyez les marques qui sont partenaires, c'est des marques qui sont du quotidien, là encore, des très belles marques et qui attirent évidemment les consommateurs. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne si bien qu'on est effectivement en drive to store, c'est-à-dire qu'on attire le consommateur vers le magasin. Il utilise en moyenne, ce sont des chiffres qu'on a encore revalidés il y a peu de temps, puisqu'ils sont en croissance régulière, 5 visites par mois. Qui est-il ? Oui. On en parle juste après. Bon, alors juste pour se dire, simplement 5 visites par mois par rapport à Il. Oui. Il, c'est un peu plus que la moyenne de la visite d'un Français moyen. D'accord. C'est-à-dire qu'on doit être aux alentours d'une quarantaine de visites, 40-45 visites par an pour le Français moyen, s'il existe. Ici, vous voyez que l'utilisateur, lui, il est à 5 visites de l'appli par an.
Et puis, en drive to store, on est content, on fait du trafic, mais derrière, il faut faire des ventes. Et là, c'est le point le plus intéressant de la solution de Seawallet, c'est qu'on n'a pas de travail à faire. L'appli, pour vous la décrire en 2 secondes, on la voyait juste avant, c'est en fait un écran sur lequel vous avez des promotions. Vous tapez sur les promotions qui vous intéressent, vous fermez l'appli, c'est terminé. La première fois où vous êtes venu, vous avez en fait scanné votre carte de fidélité. Et c'est ça maintenant qui va vous servir d'identifiant. Quand vous allez faire vos courses, de rapprochement entre les offres. Exactement. Et la carte qui. Je fais mes courses à la caisse. Si j'ai bien acheté les produits en question, la carte de fidélité étant présentée, notre back office va faire le lien entre ce que vous avez acheté. Ça c'est en temps réel. Et ce que vous avez choisi. C'est en temps réel. Et vous êtes ensuite crédité dans la nuit sur votre compte PayPal, sur votre compte bancaire, des avantages que dont vous venez de bénéficier. D'accord. Donc il n'y a vraiment rien à faire. C'est comme le coupon de réduction, sauf que vous n'avez plus à vous rappeler du coupon. C'est le coupon qui se souvient de vous, si vous voulez. Okay. Il était sur le. Si vous avez bien acheté les produits, vous bénéficiez de la réduction. La marque annonceur, elle peut récupérer l'adresse de la personne qui a accepté le coupon. La réponse est non. Ok. La réponse est non. J'essaye. Oui, c'est bien tenté. Mais non, on sait bien que là encore, pour les fameuses raisons, à la fois pour tout un tas d'éléments de respect CNIL, etc., mais aussi parce qu'on est dans ce rapport de force entre le distributeur et l'industriel, il faut essayer de rester un maximum étanche sur ces éléments-là. Donc il ne s'agit pas de construire une base de données pour ces fameuses marques. Mais il s'agit de vendre des produits. Donc on revient à cette notion de transformation. Si vous n'avez pas de carte de fidélité, vous pouvez utiliser la photo du ticket de caisse, la photo du produit, et notre back-office vous fera le remboursement derrière quand même. Mais entre les utilisateurs qui ont la carte de fidélité et ceux qui ne l'ont pas, on a un facteur de 4 en termes de transformation. Donc ça veut dire que là, on a effectivement un levier de volumétrie significatif pour la grande conso. En base installée sur les cartes... Par exemple, pour Monoprix, c'est combien de membres Alors, le chiffre Monoprix, il reste confidentiel pour l'instant, mais Monoprix a bien voulu partager les informations qui sont là, donc ça, c'est assez intéressant. On reviendra sur la stratégie d'audience. Non, c'est pour le reach, voir combien... Oui, absolument, qui est un vrai sujet. Pour finir sur la question que vous posiez sur quel est le profil, l'acheteur, l'utilisateur de Seawallet, il est 3 fois plus gros que le client moyen chez Monoprix. Donc, on voit bien que les meilleurs clients de l'enseigne voient un bénéfice à pouvoir dématérialiser leurs offres promotionnelles. On voit aussi que le profil socio-démo de ces clients, ce sont des clients qui sont plutôt familles. Donc là encore, quand on a une enseigne, ce qui nous intéresse, tout le monde intéresse les enseignes évidemment, mais quand on a une famille, on est plus intéressant. On consomme plus, on a beaucoup plus de valeur, le panier est plus intéressant, et donc là, on remplit bien l'objectif de Monoprix. Et puis, ce sont des clients qui sont plutôt de tendance, c'est-à-dire plutôt plus jeunes que la moyenne des clients Monoprix. Là encore, c'est un vrai objectif. Un peu plus masculin, légèrement plus masculin. Et donc là encore, c'était des résultats qui ont beaucoup plu à Monoprix. On arrive à élargir la cible d'utilisateur. Autre point, l'utilisateur de coupons de réduction classique, on le retrouve ici, mais on trouve aussi des utilisateurs, des non-utilisateurs de coupons, parce que le papier, ce n'était pas leur truc. Qui arrive par le digital. Et là, effectivement, la digitalisation répond à la question. Ok. Donc, avant peut-être de passer à la dernière étape, la couverture, on a, nous, une stratégie. Alors, la première démarche, c'était une espèce de proof of concept, démontrer aux enseignes et aux annonceurs que le fait de dématérialiser le coupon de cette façon-là, c'était une attente des consommateurs. On a fait un download autour de ça qui nous a permis de dépasser plus de 100 000 downloads depuis le lancement. Mais on sait bien, là encore, qu'en grande conso, ça ne nous suffit pas. Donc, on ne peut pas s'arrêter à ça. Notre démarche, du coup, parce qu'on est pragmatique, c'est de monter des partenariats avec d'autres éditeurs qui cherchent du contenu. Le contenu de grande conso, c'est un contenu qui est assez recherché parce que c'est du quotidien. C'est des choses qui incitent le consommateur à revenir, à utiliser l'app. On l'a vu tout à l'heure. On a un partenariat, par exemple, qui fonctionne extrêmement bien, qu'on vient de lancer avec Feedme. Feedme, vous savez, c'est un porte-carte de fidélité électronique. Vous pouvez enregistrer toutes vos cartes de fidélité au lieu de vous promener avec toutes les petites cartes en plastique. Ça va augmenter le reach Ça l'a augmenté déjà significativement. On est sur des fois X depuis 3 mois, puisque ça fait 3 mois. Donc, on va voir où ça se stabilise. Mais Feedme, aujourd'hui, c'est 2 millions d'utilisateurs. Donc, ça veut dire que d'ores et déjà, l'appli, elle est directement accessible par 2 millions de ses utilisateurs. L'étape d'après, je finirai avec ça, c'est que j'ai évoqué au tout début la nécessité de personnalisation. Quand on est consommateur, et a fortiori en grande conso, on n'a pas envie qu'on nous parle de produits qui ne nous intéressent pas du tout. Si j'ai pas de chat à la maison, vous pouvez me faire des propositions autour du chat, vous faites que du spam et ça m'ennuie. Donc il va falloir me parler de produits qui ont un sens pour moi. Il se trouve que nous, comme on est connecté à la caisse des magasins, toutes les grandes surfaces partenaires de Catalina, il y en a, c'est 60% des magasins en France, on connaît l'historique d'achat avec 2 ans d'historique de tous ces consommateurs, grâce à la carte de fidélité. Donc quand on ouvre l'app aujourd'hui, elle s'organise en fonction de ce que j'aime et de ce que j'aime moins.
Donc c'est vraiment une logique de recommandation. C'est exactement ça. Alors on a des étapes dans le social derrière, mais d'ores et déjà on peut regarder ce que le consommateur a fait ou n'a pas fait dans ses actes d'achat quotidiens et pouvoir justement lui parler de ce qui est le plus pertinent pour lui. D'accord, très bien. Une question rapide pour conclure. Est-ce que tu penses qu'on est dans une logique de dématérialisation après totale et que cette étape de rapprochement entre la carte de feed que effectivement des millions de personnes ont et l'app va du coup à terme se terminer par juste l'app. On avait échangé par téléphone, on prenait l'exemple par exemple des cinémas où aujourd'hui les ouvreurs ont l'habitude maintenant qu'on présente le téléphone sans la carte de fidélité. Deuxième exemple, les trains, on monte son QR code, il n'y a plus besoin de rapprocher. Donc on va dire que côté équipier, ils sont maintenant habitués à utiliser et tout. Est-ce que les caissières, puisque tu vois, sont déjà dans ce mood-là, et est-ce qu'on va pouvoir présenter son téléphone, passer en NFC Alors, et si oui, combien de mois, combien d'années tu penses que ça va arriver, quoi? Difficile à dire. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'aujourd'hui, la carte de fidélité, c'est vraiment un basique. En gros, 70% du chiffre d'affaires d'un magasin est fait avec des porteurs de carte de fidélité. D'accord. Donc, c'est quand même c'est le passeport vraiment ultra généraliste. Maintenant, il y a des technologies qui devraient faciliter l'usage du téléphone comme une carte de fidélité. Donc, on n'a plus besoin du tout de la carte de fidélité. Ça viendra. Ça nécessite des modifications au niveau de la caisse, ou en tout cas de l'environnement caisse, et ça nécessite aussi des formations de caissières, des formations de caissiers. Le dernier point qui est extrêmement important pour les distributeurs, c'est la vitesse de passage en caisse. Si jamais ça ralentit le passage en caisse, moi, en tant qu'utilisateur, on n'aime pas du tout faire la queue le samedi après-midi dans une grande surface. Personne n'a de plaisir à faire ça. Donc le distributeur y est extrêmement vigilant. Okay. William, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que ça donne un visage éclairant. À bientôt.